Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 1100 tonnes de cacao saisies à la frontière ivoiro-guinéenne. Nos forces de sécurité ont opéré le 7 octobre dernier une importante saisie dans le cadre de leur activité de répression contre la contrebande agricole. 33 camions transportant du cacao saisi grâce à une information anonyme. Comment expliquer cette fuite de l'or brun vers certains pays voisins? Arriverons-nous à mettre fin à la contrebande du cacao ivoirien? Principale question qui sera débattue dans cette émission qui démarre maintenant. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Talk et comme chaque soir, comme j'aime à le dire, nous épluchons l'actualité socio-politique et justement nous parlons de cacao. Cacao, l'or brun très cher à notre cœur. Il se trouve, Marius Komoué, que 1100 tonnes ont été donc découvertes à la frontière ivoiro-guinéenne. Il faut rappeler que le prix du cacao en Côte d'Ivoire a été donc donné il n'y a pas longtemps, 1800 francs CFA vendus ici et au Ghana. Nous avons le même prix parce qu'alignés sur le même système. Quel est le fond du problème? Pourquoi arrivons-nous justement à découvrir toujours ces histoires de contrebande agricole, Marius Komoué, parlons du cacao? Cela est lié justement à la question de l'écart de prix du kilogramme de la fève de cacao dans les autres pays, contrairement à la Côte d'Ivoire et au Ghana, qui font une politique donc de péréquation. En Guinée, c'est donc un système libéral qui est installé. On parle de combien? C'est vendu à combien en Guinée? En Guinée, Conakry, à ce jour, nous sommes autour de 2450. Ben voilà, 2450. Au Togo, nous sommes autour de 4365. Quant au Libéria, nous sommes entre 1600 et 1700. En Sierra Leone, on est en train de chercher, mais au Cameroun, nous sommes à 4000 francs le kilogramme. Bon, or, ces pays que j'ai cités et dont les prix de la fève de cacao, de kilogramme de cœur de cacao est élevé, sont des pays qui pratiquent un système totalement libéral, contrairement au système de péréquation installé en Côte d'Ivoire, qui fait de régulation, je veux dire, ce système qui fait que, eh bien, l'État fixe le prix au kilogramme aux paysans. Bon, et bien évidemment, dans la zone, il n'y a pas qu'à l'ouest. Au niveau de l'Est, nous avons assisté... Une région que vous connaissez très très bien. Bien sûr, une région que je connais parce que né dans cette région, beaucoup des nôtres allaient vendre par le passé leur cacao au Ghana parce que le prix acheté au kilogramme de la fève de cacao dans ce pays, frère et frontalier à la Côte d'Ivoire, était plus élevé que les prix à l'époque pratiqués en Côte d'Ivoire. Et donc, à l'époque, quand on parlait de fuite de la fève de cacao et du café, c'était plutôt dans l'Est, vers le Ghana. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, après la crise ivoirienne, qui nous a fait constater que le Burkina était devenu importateur de fèves de cacao, exportateur de fèves de cacao, on ne comprend pas pourquoi, bien que la situation se soit normalisée, nos parents de l'Ouest, parce que la boue du cacao aujourd'hui, c'est à l'Ouest, et donc la grande production nationale est à l'Ouest. On constate que sur le marché mondial, eh bien, la demande est très forte. On va revenir, on reviendra sur le point du marché donc c'est ce qui fait la situation qui prévaut. Donc la pratique du prix ivoirien qui est due à la péréquation, et puis la libéralisation du secteur de l'autre côté au niveau de la Guinée-Conakry. Quand on finit de dire ça, Daouda, quel est votre postulat? Cette découverte, et ce n'est pas la première, nous avons bien pourtant un prix ici qui n'est malheureusement pas le même que de l'autre côté, dû au système que nous utilisons. Oui, effectivement, ce que vous dites n'est pas faux, mais après ce que Marius a dit, moi, je vais essayer de revenir sur le prix stabilisé et puis libéralisé, parce que c'est un point qui fait beaucoup jaser. Mais quand on regarde le prix stabilisé, c'est un système qui vise à garantir en fait un prix plancher aux producteurs en protégeant en fait leurs revenus. Mais pour le système libéralisé, le prix est déterminé en fonction de l'offre et de la demande. Et ça a été dit. Partant de ce principe-là, il est important de faire un benchmark sur le terrain. C'est cela. Voilà. Parce que souvent, de fois, on entend les gens dire, oui, mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne fait pas comme le Cameroun? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne fait pas comme les autres pays?
Mais il faut rappeler aux gens que la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de cacao. Pendant qu'au Ghana, on est à 800 000 tonnes, au Cameroun, on est à 200 000 tonnes, et au Libéria, où les fèves de cacao transitaient, c'est 10 000 tonnes. En Guinée. En Guinée, en Guinée, c'est 10 000 tonnes. Donc, quand tu fais le ratio entre la production de la Côte d'Ivoire et celle des autres pays, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir les mêmes systèmes parce que techniquement, la production ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, sur le terrain, quand je vois certains parents cacaoculteurs aller essayer de vendre ailleurs parce qu'ils peut-être ils sont proches de la frontière, je peux comprendre. Comment cela, Daouda? Pourquoi est-ce que je dis que je peux comprendre? Parce que la situation, tout le monde a envie de faire une plus-value quelque part. Sur ses ventes. Si ces ventes, si par exemple en Côte d'Ivoire c'est 1800 et que je suis pratiquement pas loin de la frontière, que je peux vendre à 2400, j'essaie de voir si je peux faire une plus-value. Et donc, voyant cela, je peux comprendre. Et je pense que l'État avait mis un système en place pour lutter contre ça. Il est donc de sa responsabilité de faire en sorte que le cacao ivoirien ne fuit pas. Et j'estime que c'est dans ce cadre-là que cette saisie a été effectuée le 7 septembre dernier. Pour moi, c'est une bonne chose. Mais je comprends la position de nos planteurs. Des planteurs qui, vous pensez donc, ils le font parce qu'ils veulent une plus-value, bien que cela fasse mal à l'économie ivoirienne. Lors du dernier forum café, cacao, qu'on appelle ça, au Parc des Expositions, c'est vrai qu'ils ont accueilli à bras ouverts la mesure d'augmentation du coût du cacao. Mais comme ils le disaient eux-mêmes, ils avaient envie que véritablement, si ça pouvait aussi aller à 2000, 2100 francs, 2200, mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et en même temps le sourire de la bergère. Élisée Boloube, je vous vois être un peu dubitatif. Comment est-ce que vous réagissez justement à cette nouvelle qui ne fait pas plaisir à l'économie ivoirienne? Oui, c'est normal, on ne peut pas se satisfaire d'une telle information. On se dit que c'est toujours regrettable de voir qu'il y a cette volonté, cette velléité-là voilà, de frauder. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. La réflexion ne doit pas juste rester au niveau du constat. C'est vrai, je fais partie, ça je ne le cache pas, de ceux qui pensent que la méthode de stabilisation telle que voulue par les pouvoirs publics, pour moi, semble la plus raisonnable, eu égard à tout ce qu'on a vécu par le passé et la réalité même des faits. Mais en même temps, quand je le dis, je me dis que quand on entend tout ce chapelet qu'a égrené Marius avec les prix des autres pays et autres, tout ça à ces niveaux, même s'il est vrai que dans la formule adoptée par l'État de Côte d'Ivoire, on ne peut pas forcément être dans ces marges-là, mais je pense qu'on peut quand même flirter autour de ces marges. Je pense quand même qu'on aurait pu faire un effort. Moi, je pense, pourquoi ne pas atteindre 2000 ou franchir la barre des 2000? Moi, je pense que c'était réalisable. On peut le faire, vous pensez? Oui, moi, je pense même avec la méthode, de stabilisation, je pense qu'on aurait pu quand même pousser juste un peu. Ça, c'est juste 200, monter à 2000, voilà, ou à 2500. C'est vrai que 1800, c'est inédit. Ça n'a jamais eu lieu dans ce pays. C'est inédit, certes. Mais je me dis que quand je regarde et que je fais un benchmark, comme Daouda l'a dit, autour de nous et autres, tout ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas le même système que nous. Mais au regard des proportions de 4000, 5000, voire 3000 et quelques pour les uns et les autres, je pense qu'on aurait pu pousser un peu. L'État, en ce moment-là, aurait accepté peut-être de perdre certaines marges au profit, en tout cas, des producteurs. Ça, c'est déjà ce que je peux dire. Maintenant aussi, j'estime pour ma part que il faut veiller à la bonne application des dispositions prises. C'est-à-dire? Si les gens arrivent à vouloir aller vendre plus cher, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas les 1800, mais c'est parce que souvent les acheteurs veulent acheter à des prix plus bas. Explication, Élisée. C'est-à-dire, au lieu que les acheteurs qui vont sur le terrain veuillent payer à 1800, ils vont vous demander, par exemple, de payer à 1000 francs ou bien à 1200. Les parents sont confrontés à ces réalités-là. Sinon, je vous dis objectivement, qu'est-ce qu'un parent gagne à prendre une production, traverser toute la frontière ivoirienne avec tout le risque possible, les pistes même qui ne sont même pas praticables. D'ailleurs, je ne vais pas faire d'injures vraiment à nos voisins, mais j'estime pour ma part, aujourd'hui, en termes de réseau routier, ce n'est pas les meilleurs du pays, en fait. Ce n'est pas le meilleur du continent. Traverser tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, ils se disent que le sacrifice en vaut la peine. Donc, il est important que aussi on voit et qu'on soit rigoureux sur le respect strict des prix bord champ fixés. Qu'on se donne les moyens vraiment de vérifier, de contrôler de ce que
effectivement, ces prix-là soient achetés, ces prix-là soient pratiqués bon champ. Ça, c'est déjà important, vraiment, pour moi, de le souligner. Alors, je reste avec vous, Élisée. Est-ce que vous pensez que la période d'annonce justement de ces prix-là arrange le paysan? C'est l'un des éléments, des éléments sur lesquels aussi je voudrais rebondir. Parce que si on prend l'annonce a eu lieu la semaine dernière à l'occasion des JNCC, où on nous a dit, voilà le prix Beauchamp. Je rappelle qu'au Ghana, ça avait eu lieu quelques semaines avant. Voilà, que l'information avait été donnée. Vous savez, on est dans une zone, on est dans un pays à majorité agricole, là où la plupart, en tout cas, des citoyens travaillent dans l'agriculture. Et c'est ceux-là qui ont leurs enfants qui vont à l'école, aussi bien dans la ville où ils sont, ou bien même à l'extérieur. On fixe une rentrée scolaire en septembre, c'est très bien. C'est en septembre, oui. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on pèse le fait qu'en septembre, on n'a pas fixé le prix du cacao et que le parent qui est là, qui doit faire partie de cet enfant-là, attend justement de vendre son cacao pour pouvoir assurer la scolarité de l'enfant? Ça, c'est des éléments qu'il faut mettre dans la balance. Donc, voilà. C'est maintenant que je comprends justement, c'est maintenant après réflexion, je comprends pourquoi autant jadis, la rentrée était fixée en octobre. Parce que, autant d'Oufou et Boigny et autres, parce qu'on se donnait le temps de permettre que ces prix-là soient déjà rendus publics et que la campagne s'ouvre pour que les gens aient les moyens pour faire partie des enfants. Mais quand on donne la rentrée un peu plus tôt et qu'on n'a pas encore le prix... Écouler la traite peut-être, c'est compliqué. On rentre le 9 septembre, les prix sont donnés début octobre. Bon, vous voyez justement l'écart. C'est bien évident qu'on se retrouve à commencer effectivement la rentrée scolaire dans ces zones rurales-là au niveau du fin octobre ou bien pratiquement même novembre. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte auprès de nos pouvoirs publics pour qu'il y ait cette adéquation-là. Parce que tout ça, c'est lié en fait. C'est une chaîne. Voilà, si un maillon ne fonctionne pas comme tel, la chaîne va être viciée. C'est clair. Herman, je rappelle les prix au Libéria. Donc nous avons 1600, 1700 francs CFA. Au Togo, 3365 francs CFA. Au Cameroun, nous sommes à 4000 si je ne m'abuse. En Sierra Leone, 1100 francs et 1300. Mais la Guinée, vers qui les 1100 kilos, du moins les 1100 tonnes de cacao partaient, le prix est vendu à 2450. Est-ce que justement cela joue justement sur la sortie de notre matière première préférée? Bien entendu, mes prédécesseurs même ont évoqué les différentes situations. Vous savez bien que la contrebande des produits agricoles, ce n'est pas que seulement le binôme café-cacao, qui constitue une véritable hémorragie pour l'économie ivoirienne. Elle prive d'abord l'État de recettes fiscales importantes, déstabilise les marchés locaux et nuit à la compétitivité des producteurs, n'est-ce pas? C'est aussi un fléau qui vise d'ailleurs tous les produits, l'anacarde, la noix de cajou, le café, les fruits et légumes, tout cela. On trouve aujourd'hui des marchés illégaux à l'extérieur de nos frontières. Et avec des motivations qui sont aujourd'hui diverses, on peut parler de l'évasion fiscale. Vous savez bien, les taxes chez nous ici, c'est très haut. Donc ailleurs, certains producteurs préfèrent, en dehors de nos frontières, il y a aussi la recherche de profits plus élevés. Vous-même, vous avez fait noter les différents prix. C'est vrai que 1800 francs, 2450 francs en Guinée, c'est très loin des 4000 francs que fait le Cameroun. Mais en même temps, si vous prenez sur une tonne de fèves de cacao, à 2450 alors que la Côte d'Ivoire fait à 1800, ça fait environ 650 francs. Et c'est 650 000 francs CFA de plus dans la poche de ce paysan qui a eu le courage d'envoyer son produit. Même sous le couvercle de la contrebande. Même sous le couvercle de la contrebande. Et il y a aussi le contournement des normes de qualité. Mais aujourd'hui, même, ça pose aussi la question de la sécurité dans nos frontières. C'est-à-dire comment est-ce que ces 1100 tonnes, comment est-ce que ces différents produits quittent leur zone pour traverser nos frontières pour arriver? Il y a une certaine porosité de la frontière. C'est la frontière qu'on a découvert en même temps. Oui, mais on vient de découvrir. Ça veut dire que certains systèmes qui fonctionnent depuis là jusqu'à ce qu'on découvre ces 1100 tonnes. Donc ça pose la question. Donc, est-ce que nos frontières aujourd'hui là sont vraiment rassurantes, selon vous? Sont rassurantes. Voici toutes ces questions. Et moi je dis simplement, il ne faudrait pas que... souvent on nous ramène l'histoire de dire que dans les autres pays, ce n'est pas le même système qu'ici. Mais si nos systèmes ne fonctionnent pas, parce qu'en réalité, quand on dit on veut stabiliser le prix pour les populations, pour les producteurs, selon... si le marché est bas, on constate que depuis un certain... C'est ce qu'on appelle en mathématiques, le prix reste constant. Et souvent même ça accroît.
Si on regarde la courbe et que ça va à la croissance, pourquoi est-ce que rester à 1800 francs? Aujourd'hui, heureusement, Élysée a demandé, il faudrait que l'État accepte de perdre. Parce qu'en réalité, l'État aujourd'hui, je pourrais le dire simplement avec tous ceux qui sont dans le système de vente de nos produits, le cacao et autres là, se sucre sur le dos des producteurs. Mais attends, sur le marché international, le prix de la fève, le kilogramme de la fève de cacao coûte environ 8 000 francs, 9 000 francs CFA. Au Cameroun, même si le tonnage, comme on peut le dire, n'est pas aussi grand, ils sont à 200 000 tonnes, ils sont à près de 4 000 francs. Et on a même en Guinée, même si c'est 10 000, peut-être même c'est nous-mêmes qui faisons la production de 10 000 francs, de 10 000 tonnes. Puisqu'on a 1100 tonnes qu'on vient de prendre qui partaient là-bas. Eux, ils sont à 2450. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'effort pour ceux, surtout qu'on sait ce que l'apport, la contribution dans l'économie ivoirienne du cacao? Pourquoi est-ce qu'on préfère que les paysans, les producteurs, nos parents dans leur truc souffrent? Et quand ils trouvent des chemins pour aller dans les marchés qui sont plus, plus intéressants pour eux, on estime qu'ils sont en train de faire de la fraude. Mais il faudrait qu'on réussisse à leur trouver des prix qui vont ressembler à leurs efforts dans nos champs. Très bien, merci beaucoup. Justement, avant Daouda, Marius Kombo, quelle est la part justement du cacao dans l'économie ivoirienne? Et puis, c'est de la contrebande agricole, hein. C'est le nom, hein. Au vu du process. 1100 tonnes de cacao n'étaient pas censées se retrouver à la frontière ivoiro-guinéenne. Marius Komoué. Alors, il faut que nos gouvernants comprennent une chose qui est assez simple. Hein. Nous sommes des fils de paysans. Tout cela. Et j'avoue que beaucoup de dirigeants ne savent même pas comment on plante un plant de cacao. C'est important pour vous, ce détail? C'est tellement important. La culture du caféier. Le café là, que les gens utilisent, comment on cultive ça? Comment on cultive le cacao? Quelle est la souffrance des paysans? Je vous ai dit sur ce plateau, il se trouve des paysans dans ma région, même pas à l'ouest, je vous épargne le cas de l'ouest, des gens quittent l'est pour aller à l'ouest, en ouest, pour chercher à planter du café. On ne peut pas gérer le cacao sans ne pas connaître son processus de fabrication. Soyez rassurés, on peut pas... Non, les gens ont perdu un peu la réalité de nos paysans. On a 15% une fois ils atteignent produit... un certain niveau de responsabilité et d'aisance sociale, on perd de vue d'où nous venons. Et je peux vous assurer que quand on marche 14 km en aller-retour par jour, quand on marche 7 km en aller-retour, comme moi je le faisais quand je partais en vacances, voir les miens à Niassué, dans mon village, je parcourais 7 km à pied pour accompagner mes parents à aller vers leur champ, ne serait-ce que pour voir les manœuvres travailler. Mais croyez-moi, vous parcourez 7 km, vous revenez 7 km sous la pluie, sous le soleil, comme bon vous semble, mais vous souffrez. Et non seulement vous marchez 7 km, vous arrivez au champ, vous travaillez, vous faites une petite pause. Mais ça pour vous démontrer, mais je vous montre à quel point nos parents souffrent. Et les mamans, quant à elles, quand elles reviennent du champ, mais ça va être des bagages, elles portent des bagages sur la tête. Mais quand on fait tout ça, et puis finalement, des gens sont assis dans des bureaux climatisés, ils ne savent pas les souffrances, ils ne connaissent même pas les réalités. Et puis, des enfants, il a dit Élysée tantôt, vous avez des jeunes Ivoiriens. Et c'est les plus nombreux du système éducatif. Ils sont dans nos villages, ils sont dans nos campements, dans les hameaux. Ils n'ont même pas les moyens de rejoindre l'école jusqu'à présent. Ils sont encore assis à la maison parce que la situation ne leur est pas favorable dès lors que leurs parents n'ont pas encore pu vendre leur café et leur cacao. C'est un scandale. Alors, il faut que les gouvernants y regardent. Daouda, nous avons 15% du cacao que fait enfin 15% du PIB ivoirien. Qui vient du cacao, voilà, qui vient du cacao. Comment essayer ou arriver à réguler la question? Parce qu'il faut bien que notre cacao puisse donner de la joie aux producteurs. Et nous avons 6 millions d'emplois quand même pour le secteur. Comme je le disais tantôt, je dis qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la À un moment donné, il faut avoir un peu tout quand même, Daouda. Oui, bon, c'est facile à dire qu'à faire, Christelle. Voilà. À la vérité, il faut aussi regarder les choses en face. Il faut pouvoir regarder les choses en face. Parce que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, parce que comment est-ce que les cacaoculteurs ils peuvent bénéficier de cela? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tout ça est fait, l'État construit des centres de santé de premier secours à côté d'eux. Il y a des écoles qui sont construites. Il y a en fait des services de proximité qui sont construits pour eux. Donc tout ça contribue en fait à ce que le cacaoculteur soit
plus ou moins très à l'aise dans cela. Mais pour faire cela, il faut que l'État puisse prélever des choses. Mais le point sur lequel je veux m'appesantir, il est important. Nous ne l'oublions pas. Dans ce pays-là, ce qui est dramatique, c'est qu'on a tout vu. Tout le monde a géré ce pouvoir, une fois au moins. Mais on a eu à libéraliser le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Oui, on a déjà testé cela. On l'a testé, on a tous vu ce que ça a donné. Qu'est-ce que ça a donné, Daouda? Vous vous rappelez de l'affaire Angéline Kili, comment on appelle ça? Tu peux me rappeler son nom? Tapé d'eau. Qui ont estorqué les cacaoculteurs, où il y a eu de la fraude massive. Des gens sont allés en prison pour cela ici, en Côte d'Ivoire. On a vu les résultats que ça a donné. Mais justement, c'est parce qu'on était dans une version stabilisée, après on est venu dans une version libéralisée. On a finalement vu que comment on appelle ça, le secteur libéralisé, finalement, ce n'était pas bon. Donc on est revenu à de meilleurs sentiments. Moi, j'entends le point de Nous sommes stabilisés, mais on a quand même 1100 cacao qui se retrouvent à la frontière ivoiro-guinéenne. Oui, mais... Comment éviter cela, justement? Déjà, pour éviter cela, quand on lit l'article, comment ça a été arrêté par les douaniers? Anonyme. Anonyme. Donc ça veut dire que nous, en tant que citoyens ivoiriens, c'est notre cacao. Très bien. Il est de notre responsabilité aussi de participer à la lutte contre la contrebande des cultures de notre pays, des cultures de rente. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ne mettons pas tout, parce que tout à l'heure, j'entendais vraiment dire que nos frontières, rapidement, nos frontières sont poreuses, ça ne date pas de maintenant. Ça date d'il y a très longtemps. Mais pour lutter contre ce grand banditisme, pour lutter contre cette contrebande, il faut que chacun puisse mettre la main à la pâte. Très bien. Alors, nous invitons donc, pour meilleure compréhension ou additif de choses que nous ne savons pas, le Conseil Café Cacao a l'effet justement de venir éclairer nos lanternes sur ce sujet très important pour l'économie ivoirienne et pour les populations ivoiriennes. Parlons maintenant de sa recette à lui pour lutter contre l'électricité. Il s'agit de Jean-Louis Billon qui, donc, à l'occasion de sa rubrique hebdomadaire à la tribune du jeudi, donnait des solutions pour réduire les coûts de l'électricité. Monsieur Énergie, sur ce plateau, c'est Herman Aboua. Herman, alors, comment est-ce que vous appréciez les solutions de monsieur Jean-Louis Billon? Mais Jean-Louis Billon présente... Jean-Louis Billon présente ces solutions. Il faut rappeler que Jean-Louis Billon, c'est quand même le premier employeur du secteur privé, après même d'ailleurs l'État au niveau du service public. Il faut saluer d'abord son initiative. Pour l'heure, on ne sait pas tout à fait le contour. Il est le seul candidat quand même qui propose de façon concrète une solution pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, notamment sur la question... Candidat aux élections, enfin, candidat, il a dit qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est lui qui propose des solutions pour régler la question. Quelle solution propose-t-il justement? Mais sa proposition, l'une de ses priorités serait d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production de l'électricité. C'est quoi? C'est aujourd'hui, on est dans un pays où on a du soleil naturellement, on a de l'eau naturellement, on a du vent naturellement. Même les pays aujourd'hui qui sont les pays de l'Occident et autres, qui n'ont pas forcément 24 heures sur 20, enfin je ne dirais pas 24 heures, 365 jours sur 365 du soleil, enfin tous ces éléments sont à fond dans la transition énergétique. Nous, on constate qu'il y a certaines choses, quand tu prends par exemple la centrale photovoltaïque et autres qui est en train de se faire, on est dans une transition énergétique, mais on estime que malgré ces apports, puisqu'on fait aujourd'hui le mix énergétique, malgré ce mix-là, le coût de l'électricité est toujours pesant pour les populations. Voilà, donc moi je pense que sa proposition est raisonnable. Mais il faut rappeler que, je vous ramène à cette déclaration même du président, parce que moi ma solution, ça se trouve même là. En 2016, lors de la fête du travail du 1er mai, en 2016, il y avait eu en ce moment-là aussi une crise énergétique sur la question de l'électricité. Mais le président, bon, quand il a dit, c'était intéressant, il avait promis de mettre fin au monopole. Il a même dit, je vais le citer, il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Il avait même lancé un appel à tous ceux qui souhaitaient venir investir dans ces deux secteurs. C'était en 2016 déjà. En 2016, de le faire pour que nous ayons une saine compétition. Dit ainsi, c'est vrai, ça peut appeler à des applaudissements, mais 8 ans après, depuis 2005, il y a 8 années, 8 fois de faits de travail qui sont passés. On en est là. La question du monopole
de la CIE, de la SODECI est toujours là. Or, il suffit seulement, dans d'autres secteurs, on a vu le secteur de la téléphonie, il suffit on a vu, ouais, c'est de la téléphonie, il suffit aujourd'hui d'ouvrir le marché du secteur de l'énergie, de la production de l'électricité, pour voir, avec peut-être des concurrents nouveaux, on verra peut-être que les coûts là, vont être aménuisants. À côté des solutions de la transition énergétique que propose Jean-Luc Bion. Donc je pense qu'au-delà des propositions de Jean-Luc Bion, il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour rendre effective la libération du secteur de l'électricité. Très bien. Élisée Boloubé, partagez-vous le même point de vue qu'Herman Aboua? Non, moi je pense qu'il faut nuancer. Il y a des choses quand même qu'il faut nuancer. Lesquelles? D'accord. Dans un premier temps, je rassure déjà Herman, ou du moins je dis à Herman que sur la question de l'énergie renouvelable, des efforts ont été faits. Ça, je l'ai rappelé de ce que je dis. Je finis ici. Des efforts ont été faits. Il a évoqué la centrale photovoltaïque de Bundiali, mais pendant qu'on y est, on est en train de construire la centrale photovoltaïque de Kong. Ça, c'est déjà ce que je peux dire. Mais à côté de ça, il y a eu des barrages qui ont été construits. Il y a le barrage de Soubré qui a été construit, inauguré en 2017. Il y a eu le barrage de Gribo-Popoli qui est en train d'être bâti. Sur la question même des centrales électriques, il y a eu des centrales qui ont été, je veux dire, augmentées. C'est le cas, par exemple, de Cyprel, à Zito, où la capacité a été augmentée. Donc, sur la question énergétique, des efforts ont été faits. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On est passé aujourd'hui, de 2011 à 2020, on était déjà à 60% d'augmentation des capacités de production électrique. Vous imaginez que c'est beaucoup d'efforts qui ont été réalisés. Passer à 60% d'augmentation, ce qui nous a mené à 2020 déjà à 2229 mégawatts. Vous imaginez, c'est-à-dire on était à moins même de 1000 et quelques. Aujourd'hui, on est à 2200. Bon, on était à 2200, mais là, on est monté, je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 2400, 2600 mégawatts. Donc, ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits. Moi, je crois que là où peut-être il y a encore un défi. Que pensez-vous justement de son point de libéralisation? Oui, je vais y arriver. C'est une solution. Mais je crois qu'au-delà même de la libéralisation, pour moi, il faut accélérer l'investissement dans le secteur. Moi, je pense que c'est là qu'il va y avoir une solution. Parce que figurez-vous, la production de l'électricité n'est pas le fait des privés. La production de l'électricité est le fait de l'État du Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des structures privées comme Cyprel et autres, tout ça, mais c'est l'État du Côte d'Ivoire qui coordonne en fait cette production. Donc, je me dis, même si vous envoyez beaucoup de structures qui commercialisent et que la question de la production reste aux mains d'une entité, ça sera compliqué qu'on parvienne à réduire le coût. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'investir, continuer cet investissement qui est fait, continuer. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Continuer déjà d'investir. Et puis, entre-temps, comme je le dis toujours, veiller à ce qu'au niveau de l'État, on essaie de regarder les marges éventuellement, si on peut au niveau de l'État réduire un peu les marges pour que le coût du kilowattheure puisse subir ce d'autant plus qu'aujourd'hui, on produit à perte en réalité. Si vous vous rappelez bien de la conférence de presse du ministre, il y a de cela environ un an, on produit à perte. Ça veut dire que pour vous produisez un kilowattheure à environ 100 francs CFA et vous le vendez à 80 francs. Ou bien vous le vendez à 88 francs. Donc voilà, en fait, on produit de façon élevée et puis on vend à perte. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Et pour ça, comme je le dis, c'est les investissements qu'il faut faire. On est sur la bonne voie. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie et c'est pourquoi je pense qu'avec la découverte de baleines, du gisement baleine et puis Kalao et le gisement gazier qui a été découvert, ça peut être des solutions qui vont nous amener vraiment à résoudre vraiment la question du coût élevé de l'électricité. Très bien. Daouda, justement, parlant de la réduction de ce coût, on va emboîter le pas à M. Jean-Louis Billon parce que, justement, certaines personnes, et même appuyées par les propos du ministre de l'Énergie et du Pétrole, qui a dit, attention, la hausse que nous avons connue en Côte d'Ivoire n'était qu'une question de problèmes saisonniers. On assistera à une baisse drastique. Et on a même le témoignage d'un de nos confrères, André Silver-Conan, que nous saluons au passage, qui annonce la réduction de sa facture de 100 000 francs. Et l'article que nous avons donne certains citoyens qui disent, attention, les coûts ont commencé à baisser. Daouda, réaction. Christelle, j'ai envie de dire sur ce plateau-là que le justicier est généralement incompris au moment des faits. Daouda. Mais l'histoire finit par lui donner raison. Et c'est qui ce justicier? Le justicier, il ne manque que la cape et l'épée pour pour dire qu'il vous souviendra
que dans la période de janvier-février, oui, sur ce même plateau, j'avais dit ici, aux yeux des Ivoiriens, que la hausse vertigineuse auquel on était en train d'assister, c'était dû à la chaleur. J'ai été moqué, j'ai été insulté, j'ai subi des colibés, mais le temps a fini par me donner raison que finalement, ces mêmes personnes qui m'insultaient se rendent compte qu'aujourd'hui, leur facture d'électricité a relativement baissé. Baissé pourquoi? Parce que, vous le savez tous actuellement, on bénéficie tous d'une clémence de la température. Donc, aujourd'hui, les factures ont baissé. Moi, je vais dire, Dieu merci, c'est fait. Au moins, on peut avancer sur ça. Vous vous sentez là pratiquement vengé par le temps, c'est cela? Mais je vais citer M. Laurent Gbagbo. Oui. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Daouda, poursuivons le point. Voilà. Donc, pour dire que cette période-là, pour moi, de baisse, pour moi, c'est une opportunité pour les ménages, pour faire de l'économie de l'énergie. Parce qu'à cette période-là, c'est en train de baisser. Donc, il faut pouvoir gérer cette énergie-là dans nos foyers. Ça, c'est la première des choses. Et là, quand la période chaude va commencer encore, il faut pouvoir se récalibrer de sorte à pouvoir gérer sa consommation. C'est un peu comme le système de libéralisation, en fait. Ça va voilà. fluctuer, Au moment, ça fluctue. Quand ça monte, quand il fait très chaud, il faut pouvoir gérer. Quand il fait froid, il faut aussi pouvoir gérer pour pouvoir faire des économies. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat aujourd'hui de nous tous est en train de souffrir. Le portefeuille souffre. Et là où ça fait le plus mal, après le loyer, le transport, mais c'est l'énergie. Ça coûte cher. Donc, pour moi, il faut pouvoir faire des économies. Et je dis vraiment bravo. Et j'espère que tous les Ivoiriens vont pouvoir faire des économies. Après, je pense qu'on pourra revenir sur les gestes économiques. Éco-citoyen, justement, je vais commencer avec Marius. Marius, comment vous, qui êtes un défenseur âpre des droits, justement, des consommateurs, êtes-vous un homme satisfait et heureux aujourd'hui de la baisse conséquente annoncée? Oui, satisfait de la baisse de la consommation des ménages, oui. Mais vous confirmez? Oui, bien entendu, une enquête l'a démontré et nous l'avons comparé, notre enquête, l'enquête de la fêtière que je dirige, à celle donc, menée par l'opérateur en charge donc, de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des similitudes qui attestent effectivement de ce que la majorité des consommateurs interrogés confirment effectivement la baisse de leur facture d'électricité. Est-ce qu'ils ont eu des gestes éco-citoyens? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, au-delà de ce que Daouda a expliqué, est-ce que le citoyen a participé également dans ses habitudes à ce qu'il y ait cette baisse-là? Alors, pour vous dire vrai, comme Herman en parlait, oui. En 2016, à la suite de la protestation que nous avons engagée contre justement l'augmentation du coût de l'électricité, j'avais instruit l'ensemble de nos bases, surtout celles de Boaké, de Daloa et de Yamoussoukro, d'entrer les premières en scène. En scène, c'est-à-dire en grève, à cette époque-là? En grève, pour protester. Et donc, ça a donné les résultats que vous avez connus. Et à la suite de cela, sous le ministre Ahmed Bakayoko, on va revenir sur les faits, mais j'avais tenté de vous dire ça dès quel résultat pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là. Ça nous a permis de créer un cadre d'échange. À la suite justement de cette grande protestation, nous avons eu ce cadre d'échange dans lequel vous avez l'État, à travers le ministère de l'Énergie. Vous avez l'ANARE, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Vous avez Côte d'Ivoire Énergie qui gère le patrimoine de l'État dans le secteur. Et puis vous avez l'opérateur à qui on a concédé justement la gestion de la distribution, le service public de l'électricité, la CIE. Et enfin, vous avez les organisations de consommateurs légalement constituées. Au sein de ce cadre, nous avons imposé à la CIE de veiller à informer les populations, les ménages, sur les modes d'utilisation de leurs appareils. Parce qu'il est inconcevable que lorsqu'on est dans une pièce, on allume cette pour voir clair lorsqu'il fait nuit, mais lorsqu'on sort de la pièce, qu'on ait le réflexe d'éteindre la lumière. On ne le fait pas. On laisse le climatiseur allumé tout le temps. Eh bien, quand le climatiseur fonctionne, eh bien, le compteur, le disjoncteur, il tourne. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait une facture élevée. Et surtout, en période de pointe, où la chaleur, le pic de chaleur, eh bien, c'est là qu'il faut faire beaucoup plus attention. Et la CIE, nous leur avons demandé de communiquer pour éduquer les populations en ces périodes-là. Et ça a été fait? La CIE le fait tellement bien et le fait très souvent.
tant sur les radios de proximité, les médias d'État, que les médias privés que nous sommes. Donc, il est tout à fait indiqué... Donc, le citoyen a sa part de responsabilité dans l'augmentation. En termes de consommation de l'énergie, en termes de consommation de l'électricité. Et pour rejoindre l'Élysée, nous avons, dans le même ordre d'idées, demandé au sein de ce même cadre d'échange à l'État de diversifier notre capacité de production énergétique. Aujourd'hui, vous constatez qu'à Bundiali, Côte d'Ivoire Énergie a opéré une vaste opération, une vaste initiative de production d'énergie avec le solaire. C'est ce que Élysée justement disait. Très bien. Ah non, donc, mais ce qu'il dit, c'est important tout de même parce qu'au-delà du solaire, il faut aller vers l'énergie éolienne. Il y a encore des sources d'énergie que nous pouvons exploiter et je sais, pour ce que je sais, et vu que je travaille beaucoup plus avec Côte d'Ivoire Énergie, je peux vous assurer que la Direction générale de Côte d'Ivoire Énergie y travaille ardemment pour diversifier notre capacité de production énergétique et tourner le dos à la facturation tout azimut, comme c'est fait en ce moment avec la CIE. Juste une petite réponse, et vous me dites oui ou non. Est-ce que vous pensez que notre kilowattheure, bien que les factures commencent à baisser, est toujours élevé ou il faut y travailler? Oui, absolument, nous le reconnaissons aisément. Et bien évidemment, l'État a donné les raisons. S'il vous plaît. Herman Abouar, Daouda, on reviendra à ces raisons. Je suis heureux de constater ce satisfecit général. Ah non, ce n'est pas un satisfecit. C'est pas un satisfecit, c'est un constat. Permettez qu'il laisse permis son point. Herman, allez-y, je vous en prie. Les gens peuvent se satisfaire de cela. Mais moi, je constate que ma facture, peut-être que mes habitudes n'ont pas changé. Peut-être aussi. Mais ma facture d'électricité n'a pas changé. J'estime que est-ce que vous avez des gestes éco-citoyens? Laissez, j'en viens. Voilà. J'estime que la facture d'électricité, le premier paramètre pour apprécier la consommation de l'énergie, c'est le coût du kilowattheure. Et lorsque ce coût du kilowattheure, au lieu de diminuer, il est toujours en hausse, et il a été augmenté de 10%, les gestes éco-citoyens que les gens doivent, on appelle la sensibilisation des populations à une meilleure consommation, un meilleur usage de leurs appareils, ça, je veux dire que c'est des astuces, en plus, qui devaient pouvoir faire en sorte que le coût de l'électricité soit réduit drastiquement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas baser une politique de réduction de l'électricité sur les gestes éco-citoyens. C'est sur la valeur de l'électricité pour le consommateur qu'on regarde cela. La production de l'électricité, est-ce que si le ministre Sangafoua venait nous dire aux populations que le prix du kilowattheure est passé de tel montant à tel montant en baisse, on allait apprécier. Sinon, les coûts de chaleur, vous savez, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une prévision de dire qu'en novembre, il va faire le temps sera clément, le temps sera clément. On ne peut pas faire une politique basée seulement sur la sensibilisation des populations à un meilleur usage de leur appareillage. J'aimerais écouter Élysée et ensuite Daouda. Élysée, allez-y. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas juste fustiger pour fustiger. C'est-à-dire? Aujourd'hui, à combien se lève le kilowattheure en Côte d'Ivoire? Bonne question. Est-ce que Herman peut me dire ça se lève à combien le kilowattheure? Ou bien c'est moi qui dois répondre. C'est une oral? Non, pas du tout. On va parler là-dessus. Je ne suis pas énervé. Je lui dis c'est moi qui peux répondre. Tout doucement, allez-y. Non, mais je ne suis aucunement perturbé. C'est des gens qui manquent d'arguments. Ça est sur les factures. Tu as des éléments. C'est des gens qui manquent d'arguments. Permettez. On aide à développer mon argument. Herman, permettez à Élysée de pouvoir s'exprimer. Allez-y. Moi, j'ai un exercice, je veux parler aux citoyens. Je pense qu'ils vont comprendre. Allez-y, tout doucement, messieurs. Déjà, il faut savoir le kilowattheure, il coûte combien. C'est déjà un. Deuxièmement, il faut comprendre, c'est une chose qui est très claire. Aujourd'hui, l'électricité est produite en réalité en Côte d'Ivoire à perte. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, pendant que vous vendez le kilowattheure à 90 francs, vous le produisez à 100 francs. Mais ça s'explique. Parce que depuis des années, avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur. C'est normal. Aujourd'hui, là, il n'y a pas eu d'investissement depuis plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans, avec nos différentes crises dans le secteur de l'électricité. Si aujourd'hui, on veut donner de l'électricité à tous les Ivoiriens, parce que c'est une obligation pour l'État, l'État consent à perdre pour que les citoyens aient de l'énergie. Mais en même temps, il faut que les citoyens contribuent quelque part à cet investissement-là. Donc aujourd'hui, on produit une électricité à 100 francs CFA le kilowattheure, alors qu'on le vend à 90 francs.
Mais si on veut arriver demain à équilibrer, pour que les investissements se poursuivent, à un moment donné, il faut qu'on puisse quand même mettre de la marge. Ça fait premièrement. Et quand vous regardez, c'est pourquoi je dis que, en Côte d'Ivoire, il faut quand même qu'on ait un peu de lucidité, puis qu'on ait un peu de bonne foi dans tout ce qu'on fait. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, ce n'est pas applaudir un régime, ce n'est pas dire qu'un régime est vraiment la doubée, que de reconnaître les investissements faits. Mais regardez aujourd'hui tout ce qui a été fait comme investissement dans le secteur de l'électricité. Il y a d'énormes investissements qui ont été faits. Si on vous sort les chiffres de ce que ça a coûté, c'est beaucoup d'argent. C'est pour dire. Et pendant que ces investissements sont faits dans le secteur électrique, ces investissements sont autant faits dans le secteur routier, ces investissements sont faits dans le secteur sanitaire, c'est plusieurs investissements en même temps. C'est une réalité. Je veux dire quoi? Oui, au total, oui. Voilà. Ce que je veux dire, oui. Il est vrai qu'on peut être toujours dans une posture de revendication. C'est ce que j'ai dit toujours sur le plateau ici. Je dis toujours, nous, on a droit à ceci, on a droit à ceci, on a droit à ceci. Mais pendant que tu dis que tu as droit à ceci, là, prends la peine d'aller à l'information, de comprendre un peu comment fonctionne le secteur électrique, comment fonctionne l'État. Quand vous avez une connaissance de comment fonctionne l'État, quand vous avez les chiffres, les informations, vous comprenez toujours qu'il y a des efforts qui sont faits. Certainement qu'on va arriver un jour à réduire drastiquement ce montant-là. Mais si on n'a pas investi, atteint un niveau d'investissement, ce sera difficile qu'on arrive à cette baisse-là. Ça aussi, il faut le dire aux citoyens pour qu'ils comprennent. C'est important. La part de l'État, c'est de continuer à faire des investissements, l'effet de réguler. Et quand vous regardez aujourd'hui, prenez les perspectives et les projets dans le secteur électrique. Effectivement, il y a des projets. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, le Calao qu'on a découvert. Très bien, et comment on appelle ça comment vous appelez ça? Le baleine. Oui. Sont des éléments qui vont contribuer à produire de l'énergie et nous aider à diminuer ce taux-là. Daouda, le prix moyen en Côte d'Ivoire, c'est de 87 francs, parlons du kilowattheure. Est-ce que justement cela vous parle pour une analyse? Mais bien sûr, allez-y, rapidement. Bien sûr. Parce que comme Élisée l'a dit, je n'ai pas besoin de revenir dessus pour gagner du temps, mais depuis des années, depuis vous voyez, la Côte d'Ivoire produisait à perte. Et donc, sur le secteur, il n'y a pas eu d'investissement. Et moi, une fois, j'ai parlé de la sortie de M. Sangafoa ici, lorsqu'on devait augmenter le prix de l'électricité. Mais il a eu le courage de s'asseoir devant les gens, d'expliquer, de dire pourquoi est-ce qu'il y a cette augmentation. Il a même mis les Ivoiriens face à un choix cornélien. Il dit, soit de deux choses l'une, soit on fait des investissements dans le secteur, mais ça va susciter, ça va forcément engager au moins une augmentation. Ou bien soit on ne fait pas d'investissement dans le secteur et du coup, on va supporter les délestages comme il y a 10 ans en arrière. Donc aujourd'hui, il faut faire des investissements. Maintenant, Christelle, il y a quelque chose qui est très important. On va terminer rapidement, Daouda. La politique en Côte d'Ivoire agit comme des œillères sur le visage de beaucoup d'Ivoiriens. Parce que, oui, je développe justement, parce que quand on regarde la situation, il y a des faits de société qui sont là simplement. On n'a pas besoin d'y mettre des propos politiques. Quand les choses sont clairement expliquées aux uns aux autres. Mais malheureusement, il suffit que des politiques sortent, ils commencent à dire, ils tenir des propos. Non, donnez le coût du kilowatt, faites ceci, faites cela. Mais finalement, les gens ne vont même pas pour prendre en compte le fait que il y a un déficit d'investissement dans le secteur. Et pour ma part, j'estime que je vais finir sur ça. Très bien. Il est important que je le dise aux Ivoiriens, chers Ivoiriens. Daouda, on termine. Actuellement, quand vous sortez de chez vous, prenez le temps d'éteindre vos lumières, prenez le temps de débrancher, mettez le climatiseur à 24 degrés, mettez, comment on appelle ça, utilisez des LED. C'est de ça aussi qu'il s'agit, c'est des gestes éco-citoyens. Merci Daouda. Parce que la facture de certains d'entre nous ont diminué comparativement à d'autres qui n'ont pas encore diminué, parce que leur comportement n'a pas encore changé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Herman, on n'aura pas le temps de la seule phrase. Une seule phrase. Après tout le constat d'investissement qui est fait, que le coût de l'électricité soit moins cher que la production, je veux juste poser une question. Alors pourquoi celui qui est chargé de la distribution de l'électricité, il fait des bénéfices, il fait des chiffres? Très bien, merci beaucoup. Alors, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Ça a été donc annoncé au cours de la conférence de presse du ministre Mamadou Sangafoa. Cet ajustement... C'était précis et concis. Précis et concis. C'était bon donc de donner ce point et le sujet reviendra un autre jour. On pourra donc débriefer là-dessus. La prochaine fois, on expliquera aux Ivoiriens à quel moment il faut pouvoir savoir consommer. Très bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît, messieurs, à tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours en notre compagnie, Herman Aboua, Élisée Boloubeu, Marius Komoé et Daouda Coulibaly. Nous sommes plus de 320 millions de personnes dans le monde qui parlent français.
Nous allons maintenant nous appesantir sur le sujet de la francophonie. Pourquoi? Parce que simplement les 4 et 5 octobre dernier, il y a eu donc ce grand sommet, le 19e sommet de la francophonie en France, à la Cité internationale, on va le dire, de la langue française, à Villiers-Cotterêts. Le thème retenu pour cette année était créer, innover et entreprendre en français pour les quelques 320 millions de francophones que nous sommes sur les 5 continents. Messieurs, nous ne rentrerons pas dans le communiqué final, mais parlons aujourd'hui de l'intérêt de la langue française et devons-nous arriver à dissocier la francophonie culturelle et la francophonie politique? Herman Aboua, réaction. Non, bien entendu, il faut pouvoir dissocier. Aujourd'hui, la francophonie culturelle, ce sont les pays qui partagent en commun la langue. Mais en même temps, si on veut regarder en termes de francophonie politique, le Ghana, qui est aujourd'hui plus ou moins membre avec le Chypre, ne parle pas la langue française. Donc, je veux dire, c'est aujourd'hui devenu, pour moi, à mon avis, un instrument politique, de politique même de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies, et pour aussi étendre sa puissance, son influence sur d'autres pays qui n'étaient pas aussi forcément dans sa communauté française. Élisée Boloubeu, votre réaction, votre regard vis-à-vis de la présence de la langue française et puis justement ce distinguo qu'il faudrait peut-être faire entre ces deux francophonies mentionnées tout à l'heure? Bon, moi déjà, une des choses que je trouve pour moi important, je pense que déjà le fait de partager une langue commune, c'est une bonne chose. Ça permet quand même de favoriser non seulement les échanges, mais au-delà des échanges, de partager des expériences, d'avoir quelque chose quand même en commun, de pouvoir communiquer. C'est essentiel dans une société comme la nôtre. L'autre élément, par contre, pour moi, sur lequel il faut beaucoup travailler, c'est aujourd'hui la perception que donne la France. Parce que quand on parle de francophonie, généralement, on le ramène à la France. Aujourd'hui, dans l'opinion, je pense que ça, il faut travailler par contre là-dessus aujourd'hui. Parce que depuis, je dirais, les années 60 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Vraiment, avec non seulement entre la France et plusieurs pays au niveau du continent, mais avec la France aussi, avec d'autres pays hors du continent africain. Et je crois que cette perception-là mérite quand même qu'on s'y arrête un instant pour travailler, surtout au niveau des autorités françaises. Ça peut être dû, hein. Je n'impute pas forcément cela au président Macron, mais peut-être à ses prédécesseurs qui certainement avaient pris des décisions stratégiques qui aujourd'hui ne sont pas, disons en quelque sorte, montrent leurs limites ou même montrent leurs failles. Quel type de décision, Élisée Boloubeu? Des décisions au point diplomatique, sur le plan diplomatique, mais au niveau de la coopération, sur les relations bilatérales. Je pense qu'il y a eu quand même ces décisions stratégiques qui ont pu être prises par le passé et qui aujourd'hui ont montré leurs limites, ou bien qui ont plutôt contribué, au lieu de raffermir les liens, les distendre. Donc peut-être que pour moi, c'est à ce niveau-là, il va falloir peut-être poser, disons, le pied dans le plat et puis discuter franchement avec les autorités françaises et puis ces pays. Donc ces gens de rencontres, pour moi, au-delà juste de l'aspect visible et festif, je pense qu'il faut que les problèmes cruciaux soient posés. Lesquels, par exemple? Les problèmes de l'humanité. De l'humanité, les problèmes cruciaux, les conflits. Oui. La question des conflits. Il faut qu'on se réfléchisse franchement sur ce qui est à la base aujourd'hui des conflits, que ce soit sur nos continents africains ou bien d'autres continents, mais qu'on se pose des questions réelles aujourd'hui. Au Moyen-Orient, en Asie, ces conflits-là, qu'est-ce qui est à la base? Il faut qu'on crée des tribunes pour en discuter de façon franche. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, après, partageons ce qui nous valorise. C'est l'aspect culturel. Ce qu'on a en commun qui fait notre richesse, qui fait notre force. Comme on le dit, c'est dans la diversité qu'on s'enrichit. Donc vraiment, il faut que ça aussi, ce soit des occasions où on promeut au maximum nos cultures. C'est important. Marius Komoro-Élisée, dans son propos, disait il y a beaucoup d'eau à couler justement sur les ponts. On partage la même langue, mais aujourd'hui, effectivement, on sent que dans l'espace francophone, il y a divergence d'opinion. Paris, donc, qui nous rassemblait tous, qui était donc la force motrice de la langue française, aujourd'hui, il y a quelque peu de dissension avec certains pays, dont ceux de l'AES. Marius, réaction? Mais la réalité, c'est ça, l'évolution du temps. Bon, la francophonie est considérée comme un bras séculier donc, de la France-Afrique. Et pour nous, depuis Boutros Ghali, qui fut son premier secrétaire général, qui a succédé Abdou Diouf, en passant par Madame Jean, je peux vous dire que la francophonie, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, nos dirigeants ne voient plus la francophonie comme étant cette institution
qui permettra naturellement de préserver les acquis de la langue française. Mais pourquoi justement? Mais parce que tout simplement aujourd'hui, nous allons vers justement les pays anglo-saxons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la langue anglaise est la plus prisée dans les États. Et parce que, tout simplement, c'est une langue qui permet aujourd'hui de commercialiser à travers le monde. Mais pourquoi on a laissé justement notre héritage commun pour nous retrouver, pour certains pays en tout cas, désirer parler le mandarin, le russe, l'anglais et autres? Pourquoi? Parce que la France elle-même n'a pas cru en la francophonie, étant entendu que, regardez le budget qui est accordé à cette institution, environ 80 millions d'euros de budget annuel. Mais c'est vraiment un budget tellement modeste, sinon pour moi insignifiant. On a combien en francs CFA? Combien? Environ 50 milliards, entre 50 et 100 milliards. Mais, non, mais bien sûr, pour j'allais dire une organisation internationale qui est composée de 80 États, dont 54 en plein exercice, je trouve que c'est un budget trop inférieur, trop modeste, et sinon insignifiant, pour naturellement faire préserver les acquis de la francophonie. Daouda, allons-y de la langue française. Avec vous, plus politique. Est-ce que vous pensez que la francophonie politique paie le prix aujourd'hui, justement avec les dissensions qu'on a dans l'espace francophone par rapport au-dessus de la francophonie culturelle? Oui, je pense que vous le dites assez bien. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui, sont en froid avec la France et donc on le sait tous forcément. Regardez la dernière sortie de Bourgui qui revient encore remettre en fait un coup d'accélérateur à la chose. Finalement, les gens ont cette propension à penser que finalement tout ce qui s'est passé c'est du fait de la France. Or en réalité, moi je veux parler de la francophonie. La francophonie aujourd'hui là en fait est gérée par les Africains, notamment les Ivoiriens. Aussi, tout simplement. Comment cela? Mais c'est la Côte d'Ivoire qui enrichit la langue française aujourd'hui. En parlant donc d'enrichissement. Oui, d'enrichissement. Donc moi aujourd'hui, je veux dire, il faut que les Africains se disent qu'il faut mettre en place le côté culturel de la chose en fait. Parce que quand on voit des mots comme enjaillé, des mots comme go, d'autres mots que j'oublie, qui sont rentrés dans le Larousse, je pense que culturellement, il faut porter cela parce que ça permet de brasser les cultures. Mais si on reste sur le volet politicien, finalement, on risque de ne pas s'en sortir. On risque d'avoir la même langue en partage, mais ne pas retrouver, enfin, avoir plus les mêmes passions en fait autour de la langue française. Herman? Moi, je voulais ajouter, vous savez, tout à l'heure on parlait de l'aspect politique, la francophonie qui est peut-être un instrument qui aide la France à maintenir son influence sur certains pays, ou même à éteindre cette influence, mais il y a quand même des grands absents. Si tu prends par exemple le président sénégalais, Diomaye Faye, donc quand on a vu l'activisme ou bien la collaboration active de Macky Sall, l'ancien président français, dans la francophonie, aux côtés de la France, et que tu vois cette hésitation-là de Diomaye Faye. Ce revirement de situation. Bon, on peut comprendre. Il y a eu même la colère du président congolais, Tshisekedi, qui a estimé que la crise, les conflits au Congo devaient pouvoir interpeller, et que le président Macron, le président français, n'a pas mentionné cela dans son discours. Vous voyez bien qu'on est toujours dans la francophonie ou bien dans je veux dire, la façon de faire de la France avec ses pays alliés, ces choix sélectifs de ce qui est d'intérêt. C'est ce qui gêne. Donc la colère de Tshisekedi, je ne sais pas si ça se justifie ou ça ne se justifie pas. Dans tous les cas, ce sont eux qui sont aujourd'hui les grands amis de la France. Très bien. Mais en tout cas, le président français, dans une adresse, a dit qu'il avait fait donc 1 heure au téléphone avec son confrère congolais à l'effet justement de régler cette situation. Son propos était parcellaire, situant certains conflits, mais il avait donc peut-être assurément oublié de mentionner le conflit qui se passe à l'est du Congo aujourd'hui. Alors, messieurs, pour terminer cette émission et chers téléspectateurs, nous allons recevoir Madame Delali Damessi. Elle initie le Salon des mamans. Voilà, une tribune pour l'épanouissement des mamans. Et lorsqu'on parle d'épanouissement des mamans, eh bien, tout le monde est heureux, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir, Madame. Merci d'être là. Bonsoir. Pourquoi créer une telle tribune?
Tout simplement parce que c'est un sujet qui n'existait pas, c'est un salon qui n'existait pas pour les mamans, les futures mamans, les parents et les futurs parents, où on peut se retrouver, parler de différents sujets de maternité, de parentalité. Donc on a des papas aussi qui viennent et qui vont aussi pouvoir parler de qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, qu'est-ce qu'ils vivent pendant la grossesse de madame, après la grossesse, et voilà, parler de tous ces sujets qui sont liés à la maternité. Il fallait qu'on en parle et on a plein de marques de puériculture qui nous accompagnent aussi sur ce salon. Voilà. Parce qu'être parent, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Exactement. Être maman, peut-être. Être maman, être maman papa, il n'y a pas de manuel pour nous apprendre à être parents. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, avec tout ce que nos parents ont fait, et avec la nouvelle ère, on est des jeunes parents aujourd'hui, on s'informe, on entend plein de choses, mais il faut essayer de tout recentrer. Est-ce que ce salon-là ne vient pas un peu recadrer le débat qu'on voit aujourd'hui avec les coachs matrimoniaux qui donnent les conseils pour certaines même qui n'ont même pas forcément d'enfants ou bien de foyer? Effectivement, alors on essaye de donner la bonne information. On essaye d'être... parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il y en a qui s'improvisent coach sur certains sujets. Mais en fait, les gens qui vont venir sur certains sujets sont des personnes qui sont spécialistes dans leur domaine d'activité. On va parler de nutrition, on va parler d'allaitement, on va parler de postpartum, de perte d'un enfant. On va parler de plein de sujets, en tout cas toujours autour de la maternité, mais avec des experts qui connaissent leur domaine. Et ça sera le 13 octobre. Hein. Du 11 au 13 octobre 2024, c'est sur 3 jours. Et voilà, Élisée Bologo, vous êtes parent, vous êtes concernée par ce salon. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, moi, je voudrais juste savoir en fait le contenu. Justement, on est concerné, quand on attend salon des mamans et tout ça, des parents, on est concerné. Mais c'est quoi le contenu? Juste des échanges entre les personnes concernées? Est-ce qu'il y aura des masterclass? Qu'est-ce qui est prévu justement? On voudrait bien savoir un peu le contenu. Effectivement, il y aura des panels parce que sur 3 jours, il y aura différents panels, comme je vous ai dit, sur les différents sujets de maternité, de parentalité. Et tout le monde pourra venir échanger, que ce soit des parents qui sont en désir d'enfant, des personnes qui sont en désir d'enfant, ou ceux qui sont déjà parents mais qui cherchent d'autres outils. Donc voilà, il y aura des talks, il y aura des cadeaux, des jeux concours, des activités pour les enfants aussi. C'est un événement familial. Il y aura aussi des jeux et des activités pour les enfants qui seront... Marius Comouret. Vous avez tout notre encouragement. C'est Parce très que, mine de rien, les enfants sont le cœur d'une république. Exactement. Dans la perspective de la construction de notre pays. Mais à cet événement bien précis, quel est le public cible que vous attendez? Alors, on attend des parents, des futurs parents, on attend des enfants. Vraiment, des célibataires aussi. Oui, j'ai des amis célibataires qui viennent chercher des papas célibataires qui m'ont dit qu'ils passeront. Donc, c'est un peu de tout. C'est vraiment un public familial et voilà, c'est juste ça. Daouda? Moi, en fait, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez combien d'enfants et qu'est-ce qui a suscité en fait la création de ce salon? C'est ça. Tout simplement, j'ai 2 enfants, un qui fête ses 10 ans aujourd'hui, et voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Mathéo fête ses 10 ans aujourd'hui, ma fille a 6 ans. Et tout simplement, c'est le fait que ça n'existait pas, un salon pour les parents, les futurs parents, moi quand j'étais à l'époque enceinte. Et je voulais que ça se crée, donc j'en ai créé un avec l'aide des marques qui me suivent. Et voilà, et c'est très attendu, on a énormément d'inscrits, énormément d'inscrits pour ce salon. Et c'est gratuit, je tiens à dire que c'est gratuit. C'est un événement gratuit. Oui, c'est un événement gratuit. Tout le monde peut venir, l'entrée est gratuite. La petite relance? La petite relance, c'est que concrètement, quel est le problème auquel vous avez été confronté? C'est qu'il n'y avait pas de support d'information. Enfin, vous auriez voulu que... J'aurais aimé avoir un salon de la maternité, de la parentalité. Sur quel sujet, par exemple? Qu'est-ce qui vous a coincé? Par exemple, tout ce qui... Une fois qu'on accouche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? On nous lâche comme ça en pleine jungle. Qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? C'est vrai que nos grands-mères ou nos mères vont nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais il y a aussi d'autres choses qu'on apprend sur le tas, même avec le couple. Comment ça se passe quand un bébé arrive, les rapports... Enfin, il y a beaucoup de choses et on ne nous prépare pas assez. Et j'aurais aimé avoir ça. On ne nous prépare pas assez. Si on nous avait dit comment ça se passait, je pense que on serait un peu mieux préparé. Vous avez raison, parce que dans certains couples, une fois le bébé arrive, le père devient Marius, que j'allais vous donner la parole en fait. Ah oui, je l'ai volé en fait. Herman a la parole, ensuite ça sera Marius et Élisée. Je vois que la promotrice ne manque pas d'idées. Oui. Il y a l'application Babymam. Exactement. C'est quoi la finalité de cette application? Qu'est-ce que contient? Ce sont des astuces pour les mamans? Alors, l'application Babymam, c'est tout simplement... en fait, quand j'étais enceinte, c'est parti de là aussi, c'est que mes enfants... quand on tapait, vous savez, sur Google, on cherchait des informations, ça nous ramenait sur des sites
occidentaux. Oui, et je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de site africain, il n'y a pas d'application. On va chercher à côté de chez nous quel est le bon gynécologue, le meilleur pédiatre pour nos enfants, la meilleure crèche recommandée par des mamans, quels sont les conseils autour de la maternité. Donc c'est en même temps un accompagnement dans le suivi de grossesse, mais également des articles et des conseils collés à nos réalités africaines. Contrairement à tout ce qu'on peut voir, non, on n'a pas les mêmes réalités que les mamans qui vivent au Canada, par exemple. Relancer rapidement, aujourd'hui, vous comptez, la cible, c'est les parents, les futurs parents, maman, les papa, jeunes, les enfants. Ça. Quelles sont les activités? Parce que où les enfants sont, il y a forcément quelque chose pour les Vous avez dans un l'application également, il y a un carnet d'adresses. Je parle même de lors du salon. Lors du salon, ah oui, il y aura. Alors les marques nous ont fait plaisir et ils ont créé un mini parc d'attractions pour les enfants, football pour les garçons, les filles elles vont se faire. Elles peuvent faire du foot aussi. Elles peuvent faire aussi du foot, mini spa, elles auront à manger, à boire. Donc les mamans, pendant que les mamans et les parents seront en train de chiller, on va dire, et d'écouter tout ce qui va se passer, les informations autour de là, les enfants pourront s'amuser tranquillement. Très bien. Faut Marius, vous avez la parole. Oui, j'ai juste voulu savoir comment ça se passera. Alors, l'événement, c'est payant Totalement gratuit. Il a dit gratuit. Totalement gratuit sur les 3 voilà. jours. L'entrée, il faut juste s'inscrire sur le salon desmamans.com et voilà. Élisée? Oui, moi je fais un constat. Peut-être qu'on a trouvé que je suis rabat-joie. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure le salon des mamans et je pense que ça s'exprime très bien. Parce que quand on regarde tous les sports et tout ce qu'on voit, c'est juste des dames. Non, il y a un papa. Excusez-moi s'il vous plaît, mettez le papa parce qu'on tient. Non, je vais vous mettre à l'aise. Il y a un papa, mais là, je vois une quinzaine d'images. Et sur la quinzaine d'images, il y a un papa. Alors qu'on nous dit que le salon, logiquement, les parents sont invités. Donc, vraiment, je veux que vous nous rassurez qu'effectivement, c'est un salon qui est ouvert. C'est vrai qu'il est appelé salon des mamans, mais un salon qui est ouvert vraiment aux papas, aux parents, pour qu'eux aussi soient présents. Et éventuellement, à quoi, je dis, un père qui vient à ce salon devrait en réalité s'attendre? Alors, merci, parce que c'est important de dire que ce n'est pas que pour les mamans, c'est aussi pour les papas et les futurs papas, ceux même qui veulent être appelés à être papa. Ils pourront s'attendre, voilà, à voir tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire avoir la vie de qu'est-ce qui se passe quand madame est enceinte, quand madame est dans sa grossesse et comment ça se passe après, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique, comment l'aider, comment tout ça. Et les papas doivent assister à ce genre. Et justement, il n'y a pas assez de lucarnes pour que les pères soient informés sur tout ce qui se passe dans la vie. Surpris, parce que souvent, les mamans, on est perdus, nous, dans cet univers de la maternité, mais les papas, ils sont plus perdus. Les papas sont encore plus perdus. Ils sont abandonnés. Abandonnés, ils sont abandonnés. Vous n'allez pas commencer à revendiquer sur ce plateau. Vous n'êtes pas abandonnés du tout. Il faut vous intéresser. C'est tout, il faut vous intéresser. Donc voilà, les papas doivent venir. L'effet, c'est quoi? C'est qu'une fois le bébé arrive, l'attention de maman est concentrée sur le bébé. Le monsieur, il est royalement ignoré. Mais c'est pour ça que les mamans aussi, on va leur dire de ne pas oublier monsieur. Donc c'est tout un ensemble. Non, c'est vraiment venu à point nommé. Marie fait un plaidoyer qui a été entendu. Il est bien entendu et je le partagerai. Mais en même temps, est-ce que vous aurez un panel justement sur le sujet? Parce que certains papas estiment, comme Marius l'a dit, se sentent délaissés. Mais à partir de quelle période après l'accouchement, la femme peut encore avoir des rapports avec son mari? Est-ce que ces questions pourraient être abordées pour qu'ils comprennent? Bien sûr, parce qu'on aura des spécialistes même comment dire, des gynécologues qui expliqueront à partir de quand madame peut. C'est-à-dire, ça sera expliqué. Donc, il y en a qui sautent sur madame et qui ne comprennent pas qu'elle n'a pas fini. Madame aussi, il faut lui expliquer qu'on ne rejette pas monsieur comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut des discussions, il faut du dialogue aussi. Parce qu'après, sinon, monsieur va aller voir dehors. Donc, voilà, il faut pouvoir tout expliquer. C'est une animatrice bien reconnue. Moi, j'ai envie de lui demander, c'est vrai qu'elle nous donne des astuces de façon générale. Elle est mère quand même de 2 enfants. Comment est-ce qu'on gère l'homme pendant la grossesse? Ça devient le sujet principal. C'est devenu le sujet. Il faut venir au salon. Il faut venir au salon pour le découvrir. Il y a un cas pratique. Non, il faut venir. Il y a beaucoup d'écoutes, beaucoup de discussions, c'est vrai. Et surtout, comme l'a dit monsieur, il ne faut pas délaisser monsieur. Parce que souvent, la mère, on se retrouve mère, on pense que voilà, toute l'attention est sur le... Mais on l'a fait à 2, ce bébé. Donc, il ne faut pas oublier... Il ne faut pas oublier le cher monsieur qui est à côté. Dans d'autres couples, l'avènement du bébé est un grand chamboulement. Oui. Mais c'est des... Il en sait quelque chose. C'est du vécu. Pas mal de problèmes quand même. C'est ça. En tant que président, évidemment, pas mal de problèmes sociaux. Très bien. Alors, on revient sur les dates. C'est du 11 au 13 octobre à l'espace Latry 20. Exactement. À partir de 9h. 9h. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, totalement gratuit sur les 3 jours. Et voilà, ça va être un moment fun et instructif aussi pour
tous les parents et futurs parents. Est-ce qu'il y aura la capacité de rencontrer des professionnels pour des couples qui n'arrivent pas à enfanter, par exemple? Oui, on a un panel sur comment booster sa fertilité, comment tomber enceinte autant naturellement qu'avec l'aide de la PMA, qui est le parcours médical à la procréation. Donc il y a le côté médical et le côté naturel. Il y a 2 intervenantes, donc une dame directrice de l'hôpital, d'un hôpital en Côte d'Ivoire, très reconnue sur justement l'accompagnement, la procréation médicalement assistée, et une autre qui aide les femmes à tomber enceintes, mais avec des produits naturels. Donc on aura un peu tout ça, et ça, je pense que ça va beaucoup aider. Il y aura du monde. Est-ce que vous avez assez de praticiens justement pour tenir tous ces panels? Oui. Chaque panel a son spécialiste. C'est spécialiste. Des fois, sur des panels, on a 2 spécialistes. Et donc, ça sera assez riche et intense. Et normalement, ce genre de masterclass ou de talk, c'est payant. On a voulu, mais là, c'est gratuit. Voilà, c'est totalement gratuit. C'est la première édition? C'est la première édition. Je comprends. On compte en faire d'autres. Gratuitement. Bien sûr. Oui, toujours gratuitement. Vous êtes généreuse. Vous êtes généreuse. Très bien. On est bien accompagnés aussi. En tout cas, le monde qui va envahir la Tri-20 parce que les questions sont tellement importantes. Lorsque le couple va mal, évidemment, et surtout les querelles autour d'un bébé. Ah non, ça... Monsieur, on sent que c'est du vécu, vraiment. On sent que ça vous a fait mal, mais rassurez-vous, vous êtes attendu au salon. Ah oui, on vous attend. Bien sûr, on ira. Je ferai venir qui de droit. Qui de droit, très bien. Très bien. On l'entend. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes Madame Delali Damessi et cette idée ingénieuse vient de vous. Merci beaucoup. Bravo à vous et à toute votre équipe. Le salon des mamans et papas. Voilà, une tribune pour l'épanouissement, j'allais dire du couple, pour éviter que les uns et les autres commencent déjà à dire que Élysée puisse dire... Non, qu'il a été abandonné. Moi, je ne suis jamais abandonné. Moi, je tiens à vous rassurer. Non, prends soin de moi et puis moi aussi, je prends soin. Donc, mais bien sûr, Élysée, vous êtes un homme bien. Merci beaucoup. Quand vous me regardez. Merci de me poser la question. Pose-la. Merci. Je te sens bien aussi, non? Merci je suis heureux avec ma femme et je t'aime, chérie. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Herman. Merci, Élysée. Merci Marius, merci beaucoup Daouda. On se retrouvera donc demain. Après nous, ça sera donc Fouteuse de troubles, cette série intéressante que nous vous proposons chaque soir après le Grand Talk et juste après le vrai match présenté par Brézing et Kevin. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.